S'ils disent non, Ouais, mais ça marche pas en Suisse. en Suisse, Ça marche pas. Ça marche pas parce que les votes sont truqués. on va, si vous voulez bien, déjà, parce que ça c'est un nombre de choses de dire ça marche pas Bah c'est vrai. parce que les votes sont truqués. Il faut d'abord dire, déjà eux ils ont le droit. Oui, c'est vrai. Ils ont d'autres problèmes que nous. Eux, ils ont le problème maintenant de éviter qu'il y a de trucage, de l'application de décisions qui sont prises, qui ne va pas dans le sens de la décision. Ils ont ces problèmes-là. Je vous jure, ce n'est pas les mêmes problèmes. Nous, on a le problème qu'on n'a pas de droit, en fait. Nous, on n'a pas le droit de le faire. Eux, ils peuvent, mais après, il y en a qui essayent de tricher, ça c'est vrai. Mais c'est pas pareil. C'est comme si on disait, bon, dans le pays, en Arabie Saoudite, c'est une dictature. Nous, on peut quand même voter et créer des partis, mais au final, comme il y a des triches, on dit pareil. Non, c'est pas pareil. C'est mieux ici qu'en Arabie Saoudite, c'est mieux en Suisse qu'ici. Voilà, voilà, déjà, commençons par avoir les droits. Ça, c'est le point de départ. Mais après, voilà, chacun est comme il le sent. Je voulais juste raconter cette anecdote pour l'Union européenne. Parce qu'on n'était pas les seuls à dire non. Il y a aussi ces pays comme le Danemark et l'Irlande qui ont dit non. Et que là-bas, c'est embêtant parce que si on dit non, et on veut quand même le faire passer, il faut refaire un référendum. On ne peut pas passer par le Parlement. Il est obligatoire. Alors, qu'est-ce qu'il fait l'Europe? Ben, il leur dit, bon, qu'est-ce que vous voulez pour voter oui? Et donc, les Danois et les Irlandais, c'est les deux pays qui ont le plus de opt-out en Europe, c'est-à-dire des situations dans lesquelles tous les autres suivent une règle sauf eux. Hein, vous savez, les Danois, ils n'ont pas l'euro, par exemple. Les Irlandais ont plein d'exemptions. Et donc, ils sont contents. En fait, quand on voit les statistiques de ceux qui... L'Europe est détestée partout, hein. Sauf dans deux pays, comme par hasard. Le Danemark et l'Irlande, eux, ils sont contents. Parce que quand une chose ne leur plaît pas, ils disent non. Donc, ils prennent que du bon et ils lâchent le mauvais. C'est pour ça qu'ils s'enrichissent en plus, ils bénéficient de l'Europe à fond. Et nous, on est comme des cons, à être là, à dire oh, le Parlement a changé la décision sans aucune condition. Donc voilà, les référendums obligatoires, c'est pas mal aussi, c'est un bon droit. Et puis, il y a quelque chose de magnifique, ça, c'est l'initiative populaire en Suisse. C'est-à-dire que l'idée que non seulement pour un changement constitutionnel, on doit obligatoirement voter, mais aussi que nous, citoyens, on peut proposer des changements constitutionnels qui vont au vote. Pourquoi constitutionnel? Parce que la Constitution est au-dessus de tout. Qui contrôle la Constitution est le patron, en fait, dans un pays. Donc c'est qui les patrons ici chez nous? C'est 2/3 des parlementaires. Voilà. Ça, c'est les patrons. Mais si nous, on peut proposer 2% en Suisse. Après, il y a d'autres pays qui ont ça. L'Uruguay, hein, par exemple, qui est le pays le plus civique d'Amérique latine. C'est le seul, d'ailleurs, qui avait un RIC constitutionnel, donc la possibilité de changer la Constitution par ses citoyens, qui a connu une dictature. Parce qu'en général, quand on a un RIC, la démocratie tient longtemps. Et puis, l'Uruguay a eu cette sombre histoire, donc je suis allé un peu plus rechercher ce qui s'est passé. En fait, ce n'est pas du tout une dictature liée au RIC, au contraire. C'est les militaires qui ont pris le pouvoir, et puis comme ils étaient obligés, ils ont fait un référendum pour savoir si les gens acceptaient. Et les Uruguayens ont dit non, en fait. On veut être comme avant. Donc ils ont pris les armes et ont tiré dessus. Donc ça, c'était la situation comme ça s'est passé. Et maintenant, quand ils ont retrouvé la démocratie, dans les années 80, ils ont remis en place un RIC qui est plus difficile que le suisse, mais quand même il est constituant, c'est-à-dire qu'il change la constitution. Et donc à ce moment-là, c'est un pays dans lequel ils ne peuvent plus concevoir que ce soit différent. Et c'est un pays qui se porte magnifiquement bien. Pourquoi la constitution? Donc je disais, parce que si le Parlement peut décider de la loi, il faut que les décisions
prises directement par les gens soient plus importantes que celles prises par le Parlement. Exactement pour la même raison que les décisions prises par le Parlement sont plus importantes que celles du gouvernement. Le gouvernement, il fait un décret, il peut le faire très vite, d'un jour au lendemain. Le Parlement, il met un peu plus de temps, mais il est plus consensuel. Donc la loi vaut plus que le décret. Et la loi constitutionnelle vaut plus que la loi normale, et c'est, idéalement, c'est nous qui sommes patrons de la Constitution. La Constitution nous protège parce qu'il est pas seulement au-dessus du droit normal, il est au-dessus du droit européen et du droit international. La Constitution est au-dessus de tout. Donc quand on a le contrôle sur la Constitution, c'est sûr que c'est pratique. On va pouvoir être justement les patrons et donc être dans la situation où on voit nos représentants politiques, nos administrateurs qui sont dans nos services publics à nous, comme nos employés, n'est-ce pas? Parce que quand un service ne marche pas, ça vous arrive, hein, ça n'arrive pas qu'à moi, je pense. Bon, ben, je sors et je dis, tiens, je fais une pétition, je mets dans la Constitution, je sais pas, que maintenant les services, un service qui reçoit une note moyenne des usagers au-dessous là, on va changer le personnel. Des choses, imaginons des choses comme ça, toutes débiles, mais ça peut aller dans la Constitution, et les gens qui nous servent le savent. Donc, ils ont une situation dans laquelle, bon, ils ont intérêt à bien nous servir. N'importe quel citoyen peut être initiateur d'un changement très important sur les conditions de travail de toutes les administrations et les salaires. Ça, on a vu tout à l'heure, on a fait un petit comptage. On a des parlements qui coûtent cher. Il y a deux types de réformes. La première, réduire le nombre de parlementaires. Chacun est aussi riche qu'avant, mais ils sont moins nombreux. Ça se fait quand il n'y a pas le RIC. En revanche, quand il y a le RIC, on a beaucoup de parlementaires, mais ils sont moins bien payés. On fait des économies plus comme ça, parce qu'on aime bien avoir un parlementaire qui représente peu de gens. Moins on en a, plus on est nombreux à être représentés par le même gars qui va juste pas nous répondre quand on lui écrit un courrier. Donc c'est bien d'avoir une représentation plus petite, mais par contre, le premier RIC de l'histoire, c'était aux États-Unis, sur le salaire du gouverneur. Voilà, c'est les premières choses, juste pour moraliser un tout petit peu et rappeler qu'on est au-dessus, en fait, qu'il faut bien travailler et qu'il faut être à notre service. Donc, en fait, voilà, ça c'est un instrument très simple et c'est l'instrument qu'on propose aussi d'importer en France, avec néanmoins des caractéristiques plus françaises. Enfin, bon, c'est un autre pays, hein, donc en plus c'est nous qu'on l'a inventé, donc on a le droit de le concevoir un peu différemment. La France n'est pas un pays fédéral, pour l'instant, encore que quand les gens décident, ça on a vu, il y a des articles qui montrent que quand il y a le RIC, bah, ça se décentralise à fond, et l'autonomie régionale devient plus forte. Et quand il y a l'autonomie régionale, eh ben, le RIC arrive. En fait, c'est des pays fédéraux qui ont le RIC, parce que ça se passe comme ça. D'abord, il y a une petite ville qui le met en place, puis les villes voisines sont jalouses, et disent pourquoi eux ils ont ça, pas nous, donc ils le mettent aussi, puis il y a une région, et puis ça se diffuse de cette manière. Pourquoi ça ne se fait pas en France? Parce que mettre le RIC au niveau communal est interdit. Donc, il faut commencer directement par la présidentielle en France, vous savez, hein, ça se passe à Paris. Donc, sauf si le Sénat de Savoie l'emporte, je crains que ça ne sert à rien. J'ai conseillé plusieurs villes sur comment mettre le RIC en place, mais franchement, déjà c'est illégal, donc il faut jouer avec le droit. Et ensuite, le nombre de choses que les communes peuvent décider, c'est très limité, mais c'est un truc. Alors, on avait invité quelqu'un d'une ville, Vienne, en Suisse, qui faisait les derniers RIC dans la ville de Vienne. Ben, en France, ils étaient tous hors compétence de la commune. Donc, bon, ils décidaient si leur maire avait le droit ou non de cumuler. Non, nous, on ne peut pas faire. Donc, voilà, dans les villes, ça a surtout une portée éducative. Là, je voyais que j'avais fait un RIC local, comme ça,
mais c'est juste pour voir comment ça marche, pour le vivre. Mais le RIC est bien quand les citoyens les décisions prises directement sont plus importantes que celles prises. Et ça, c'est pas possible au niveau du RIC. Voilà, donc deux principes quand même de base. Pas de révision constitutionnelle sans référendum et initiative des révisions constitutionnelles. Alors, on a mis 700 000 qui sont 700 000 citoyens en France, ça équivaut à 1,8% de la population ayant le droit de vote. Donc, c'est quand on compare les RIC un peu dans le monde et on essaie de voir lesquels marchent, ben, il faut absolument que ce soit une minorité qui puisse lancer un RIC. Après, la majorité décide, ça ne nous intéresse pas ce que vous proposez, mais la philosophie du RIC est les minorités proposent, les majorités décident. On ne peut pas vouloir qu'au niveau de la proposition, déjà ce soit une majorité, parce que c'est précisément ce qui permet aux minorités de se faire connaître ça. Et d'ailleurs, l'histoire des États-Unis, parce que vous savez, à peu près une moitié des États a le RIC et l'autre moitié ne l'a pas, et puis au niveau fédéral, ils ne l'ont pas d'ailleurs. Par exemple, la Californie a le RIC. Et il a lancé un projet de RIC pour la sécession, d'ailleurs, jusque-là d'être dans la fédération américaine. Et en Suisse aussi. Alors, j'ai oublié ce que je racontais. Les La Californie, 700 000 est minimum. Non, mais voilà. Les seuils de déclenchement, les 700 000. Hein? Les seuils de déclenchement du référendum. Oui, bah, voilà, disons que les 700 000, la question minoritaire, c'est tout à fait ça. Là-bas, parfois on dit, oui, le RIC, c'est la tyrannie de la majorité. C'est vrai, la majorité décide. Mais la minorité propose. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, dans notre pays, ou dans les pays parlementaires en général, mais particulièrement le nôtre, parce qu'en plus il y a une majorité, etc. C'est vrai qu'une minorité propose et décide, mais c'est toujours la même minorité, non? C'est ça le problème. Alors que quand il y a le RIC, toutes les minorités proposent. Donc typiquement... Une minorité qui est en train de devenir un seul homme d'ailleurs. Oui, voilà, une minorité, oui, très c'est ça. minorité. Oui. Mais cela dit, même si on élargit, quand même la majorité, le parti En Marche avait 60% de députés à l'Assemblée, avec 13% des voix des citoyens. Donc ça, c'est un peu, on est arrivé à une situation un peu... Et donc, là, il y a eu par exemple, il y a eu la fameuse initiative des Romanches en Suisse, qui était en 1938, qui ont dit maintenant, les Romanches, vous connaissez, hein, c'est une petite minorité, qui est dans la partie un peu sud-est de la Suisse, et qui a une langue très unique, en fait, qui est parlée nulle part ailleurs, et qui est parlée par 1% des Suisses. Et ces 1% des Suisses ont fait la demande par RIC que le romanche devienne une langue officielle de la Suisse. C'est-à-dire que tous les documents officiels pouvaient être reçus en romanche. Et comme ils n'étaient pas trop gourmands, 95% de l'électorat a dit oui. Donc on a cette situation-là, comme aussi on retrouve beaucoup aux États-Unis des écoles publiques dans des États qui sont en espagnol. Non? Vous imaginez des écoles publiques en breton? Voilà. Donc là, c'est... Voilà.